Alors, bonjour à toutes et à tous, ceci est l'enregistrement de ma présentation pour le colloque Ces petites choses vidéoludiques. Comme je ne peux malheureusement pas être des vôtres à Lyon pour ce stimulant colloque, j'enregistre cette intervention au cas où je ne puisse pas la faire en direct ou pour possible rediffusion. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathieu Gou, je suis chercheur en linguistique française à Unicamp. Et je travaille également à côté de mes occupations sur l'histoire de la langue française, sur le jeu vidéo de différentes façons. Et notamment, je suis intéressé par un certain nombre de choses relevant de la grammaire vidéoludique. J'ai fait paraître un ouvrage en avril dernier, en avril 2022, aux presses universitaires de Liège, en ce sens, et j'essaye de créer des ponts entre linguistique, sciences du langage et jeux vidéo. Pour ma présentation, je vais parler d'un challenge particulier relatif au jeu Super Mario 64 et que l'on appelle le A-Button Challenge, le challenge du bouton A. Et je vais m'intéresser particulièrement aux relations que ce challenge tisse avec des procédures et des dynamiques terminologiques liées à l'affordance et au contrôle des jeux vidéo par l'exemple de ce challenge et de Super Mario 64 en particulier. Alors j'ai divisé ma présentation en trois grandes parties, après une introduction et la présentation de ce dont je vais parler. Je vais m'intéresser après ces introductions à la question de la terminologie et notamment la question de savoir quels sont les critères qui permettent d'établir une notion comme relevant du discours terminologique ou de l'acte de discours spécialisé. Je reviendrai ensuite sur les négociations qu'il peut y avoir entre ces contraintes terminologiques et le vocabulaire du A-Button Challenge de Mario 64 qui pose des difficultés qui ont étonné d'ailleurs lorsque cette terminologie s'est émancipée de la sphère des super players pour atteindre le monde général, on va dire, des joueurs et des joueuses du jeu vidéo, au point que cela touche à l'époque, cela touchait à l'époque la presse, y compris la presse grand public. Et je terminerai par quelques considérations plus générales sur les relations qu'il peut y avoir entre la matière vidéoludique, le texte vidéoludique, ce qui s'affiche à l'écran effectivement, et les contraintes liées davantage au contrôle et aux manettes de jeu, aux contrôleurs qui nous permettent de jouer effectivement. Alors, mon intervention se situe dans le cadre général du superplay, de ce que l'on appelle le superplay, qui est un usage détourné du jeu vidéo au même titre que l'e-sport, que les jeux vidéo parodiques, que le speedrun, etc. Donc des choses qui ont déjà été traitées notamment par Fanny Barnabé et par Sophie Kreber dans le cadre de l'e-sport. Et le concept du superplay consiste à terminer un jeu, ou du moins à y jouer, en s'imposant différents types de contraintes. Ces contraintes peuvent être de l'ordre de l'emploi alternatif de certaines mécaniques de jeu, comme le fait d'utiliser un mouvement qui n'est pas destiné à attaquer un adversaire pour pouvoir le vaincre, en remplissant différents objectifs connexes, ou bien en se dispensant d'utiliser certains contrôles au sein de la partie. Ces tentatives de superplay, ces procédures de superplay existent vraisemblablement depuis les origines du jeu vidéo. Elles ne sont pas toujours sanctionnées par une récompense au sein du jeu, même si l'on a vu apparaître depuis quelques dizaines d'années, que ce soit sur Steam ou les consoles les plus récentes, un système de trophée parfois qui vient récompenser le joueur ou la joueuse qui réussit ce type de challenge. Mais ça s'est notoirement développé depuis 5 à 10 ans et notamment sur des plateformes de diffusion comme
comme YouTube ou comme Twitch, qui autorisent du coup à avoir des replays et des vidéos détaillant ces différentes stratégies. Donc par exemple, un des super plays, un des challenges les plus célèbres concerne la série des Super Mario ou des Sonic the Hedgehog. C'est le No Left Press Challenge, qui consiste à terminer le jeu sans appuyer une seule fois sur la touche gauche du contrôleur, ou bien le minimum ou le No Banana Challenge de la série des Donkey Kong Country, qui consiste à, comme son nom l'indique, terminer le jeu sans ramasser une seule banane, qui sont un peu des bonus que l'on a un peu partout dans le jeu. Donc ça demande une très grande ingéniosité afin d'y parvenir. Et donc, le Superplay met en avant l'ingéniosité et la dextérité des joueurs et des joueuses, tout comme le speedrun. Et tout comme le speedrun, il y a de très nombreux échanges communautaires en ligne pour partager des idées, des astuces et différentes stratégies. Et qui dit échange communautaire dit stabilisation d'une terminologie et d'un certain nombre d'actes de discours spécialisés nécessaires pour échanger et discuter sur ces enjeux. Et c'est là où j'aimerais intervenir, notamment concernant les stratégies qui sont indexées sur des commandes de la manette. Puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de stratégies au sein notamment du Superplay ou du speedrun qui s'appuient non pas sur les commandes de la manette, sur le contrôleur, mais sur les effets que l'on va avoir en jeu. Donc par exemple, des termes comme out of bounds, hors des bornes, hors des limites, ou wall clipping, pour le fait de traverser des murs, ou la géométrie du niveau, appellent moins au bouton que l'on presse effectivement qu'à l'effet que l'on va avoir en jeu. Or moi, je m'intéresse davantage aux techniques et on appelle aux boutons effectivement pressés, ce que j'ai pu appeler des interactèmes au sein de ma grammaire vidéoludique, c'est-à-dire des gestes vicariants, des gestes médiés, des gestes qui tiennent lieu de gestes, et ces éléments qu'on appelle au contrôle répondent à différentes contraintes que n'ont pas les termes un peu plus généraux. D'une part, il y a une certaine stabilité terminologique qui doit être mise en avant dans la mesure où l'on renvoie à des boutons effectivement pressés, non pas à des effets, ce qui limite la discussion concernant le fait de savoir si telle ou telle stratégie de speedrun par exemple est un bug, est un glitch, est un wall clip, etc. Donc là il n'y a moins d'ambiguïté, pense-t-on. Et puis, d'autre part, il y a une certaine efficacité liée à cette terminologie, puisque l'expression est assez explicite. Mais je reviendrai justement sur ces deux éléments au cours de présentation, car ce sont des choses a priori que l'on peut considérer, mais qui sont sujets à discussion. Ces contraintes d'efficacité et de transparence terminologique sont liées à l'étude de la terminologie en général. Et donc l'étude de la terminologie et des actes de discours spécialisés a fait l'objet d'un très grand nombre d'études en linguistique, j'en cite quelques-uns, donc depuis certains travaux fondateurs d'Alain Rey dans les années 70, Cabret, Mendez, Terouane, etc., se sont beaucoup intéressés à ces questions de terminologie, et pour Alain Rey, on considère qu'il n'y a de terminologie que spécifique, que particulière au regard de l'exercice de la langue, qui est perçu comme un exercice plus général au sein des sciences du langage et de notre pratique communicationnelle verbalisée. Si je reprends Candel, la terminologie donc a pour l'objet l'étude d'un vocabulaire spécifique relevant d'un domaine de spécialité et dont les usagers forment un groupe identifiable. On considère que les termes et les notions relevant de la terminologie sont plus stables que le lexique général, elles sont moins soumises à la néosémie, même si elles peuvent évoluer dans le temps, mais toute évolution doit s'accompagner d'un geste métadiscursif explicite et d'un certain corpus qui autorise en retour la nouvelle stabilisation de la terminologie, un préalable nécessaire à sa bonne évaluation et à sa réutilisation adéquate, si je continue de citer Candel là-dessus. Donc ça c'est quelque chose que nous connaissons bien dans le milieu académique, ne serait-ce, lorsqu'il y a une nouvelle définition d'un terme d'une notion relevant de la terminologie, un terme spécialisé en sciences du langage, des notions comme langue, discours, syntagme, etc. Si l'on souhaite redéfinir ce terme, il faut qu'il y ait une procédure de
redésignation explicite, discutée au sein de la communauté scientifique et non pas comme dans la langue générale, quelque chose qui s'opère plus organiquement par les locuteurs et locutrices. Je vais étudier ces notions-là par l'intermédiaire d'un challenge très particulier qui est celui du A-Button Challenge, destiné spécifiquement lié à Super Mario 64. Il y a d'autres types de A-Button Challenge, mais celui de Super Mario 64 est le plus connu. Dans Super Mario 64, donc jeu de Nintendo sorti en 1996 sur N64, c'est un jeu de plateforme en 3D libre et le bouton A de la manette est dédié aux sauts, aux différents sauts que le personnage de Mario peut opérer. Donc on se doute très rapidement que se dispenser de ce type de contrôle est d'un handicap certain si l'on veut finir le jeu, puisque Mario interagit préférentiellement avec son environnement grâce au saut. C'est à l'origine du personnage de Jumpman, tel qu'il a été connu lors de sa création. Et donc le A-Button Challenge consiste à utiliser tous les mécaniques possibles et imaginables du jeu, y compris un certain nombre de bugs et de glitches, afin de se dispenser de cette commande. Alors, l'un des super players les plus fameux pour ce challenge a une chaîne YouTube, Panecock 2012. Je vous recommande d'aller le voir si vous êtes intéressé. C'est vraiment une mine d'or de rétro-ingénierie de ce jeu. À l'heure où je parle, il y a un peu plus de 10 boutons A qui restent encore à outrepasser, si je puis dire, à éliminer afin de prétendre finir le jeu totalement. Et cela va assez vite finalement, parce qu'entre le moment où j'ai pris cette capture d'écran sur l'encyclopédie des super players, on disait qu'il n'y avait plus que 19 remaining A preces, 14 unique A preces, une petite différence de terminologie sur laquelle je ne reviendrai pas ici. Voilà, pour des questions de temps, mais au cours du mois de septembre, ne serait-ce, on a trouvé des stratégies, Panecock a trouvé des stratégies qui permettaient d'en gagner 3 autres. Donc, on ne sait pas encore si ce challenge pourrait être réussi totalement, mais il y a un certain nombre de progrès qui arrivent. Et lorsque, en 2016, Panecock a fait un commentaire très élaboré des stratégies mises en œuvre pour l'une des missions de jeu pour se dispenser de ce bouton A, la vidéo a été incroyablement remarquée, ne serait-ce que parce que dans une de ces stratégies, il utilise certes pas de bouton A en tant que tel, il n'y a pas de A preces, mais il utilise ce qu'il appelle un half A preces, une demi-pression du bouton A. Dans le vocabulaire de ce super play, cela veut dire en fait que l'on commence la mission, on commence le niveau avec le bouton A enfoncé, ce qui permet d'avoir accès à un certain geste de Mario, mais sans sauter. Et donc il vient s'opposer au full A preces, qui consiste à appuyer et à relâcher le bouton, ce qui fait effectivement sauter Mario. Mais ce terme de half A press a considérablement dérangé les spectateurs et spectatrices de la vidéo, avec grosso modo cette remarque, an A press is an A press, you can't say it's only an half, on ne peut pas demi-presser un bouton. Et la vidéo a eu tellement de succès que même la presse générale a fait quelques articles, et c'est une question du coup qui m'a traversé l'esprit en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire demi-presser un bouton dans le cadre de l'exercice du jeu vidéo. Alors, je vais revenir un peu en arrière sur la façon dont se définit un acte de discours spécialisé et quels sont les éléments qui permettent de le déterminer. Alors, si je me fonde notamment sur les études de Cabré et de Gonzalez, qui résument assez efficacement ce qu'est la terminologie ou un acte de discours spécialisé, il y a 3 paramètres qui permettent de l'établir au regard d'un acte de discours plus général. D'une part, la spécificité du terme. La terminologie ne s'applique qu'à un certain domaine de l'expérience humaine, de la culture humaine, et ne saurait prétendre à l'universalité. D'autre part, son univocité au sein de la certaine communauté. Pour qu'il y ait terminologie, il faut qu'au sein de la communauté spécifique où l'on trouve
cette notion terminologique, il faut qu'il ne soit pas ambigu, que tout le monde comprenne immédiatement de quoi il s'agit. Et enfin, la terminologie elle-même se doit d'être transparente, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être source, encore une fois, d'ambiguïté, et on doit immédiatement comprendre de quoi il s'agit. La terminologie, et si on reprend ce que l'on disait Seleskovitch en 98, est la trace en fait d'un acte de discours qui ne peut se comprendre que si on a déjà une certaine connaissance de ce dont on parle. On ne peut comprendre la terminologie des super players que si l'on comprend déjà les stratégies qu'ils vont mettre en place au sein de leur super play. Alors, c'est intéressant dans le cadre de la terminologie générale du jeu vidéo, puisque le jeu vidéo en tant qu'activité en elle-même a déjà un certain nombre de termes qui sont assez transversaux et que l'on va retrouver que dans le milieu vidéoludique et non pas dans le discours général. Mais ces termes-là, comme ils composent des briques de gameplay par exemple, ne peuvent pas prétendre strictement à la terminologie, à la notion terminologique qui nous intéresse. La simple convergence du contenu ne permet pas d'en faire une notion terminologique pour les super players ou les speedrunners. C'est le cas par exemple, admettons, d'un terme comme détruire, que l'on peut considérer comme plus ou moins spécifique aux jeux vidéo et non pas à la musique par exemple, au cinéma, etc. Mais ce terme de détruire va mettre en jeu des procédures et des techniques différentes qui ne sont pas superposables et assimilables les unes aux autres. Utiliser une boule de feu dans Street Fighter, sauter sur un ennemi dans Mario ou lancer un sort dans un Final Fantasy, ça peut effectivement correspondre à la brique de gameplay ou au concept de détruire ou de blesser, mais les compétences mises en jeu et les effets au sein de la partie seront franchement différents. Donc c'est en dehors de ce que l'on pourrait considérer comme relevant de la terminologie pour un super play. En revanche, des termes un peu plus spécifiques, liés soit aux conséquences au sein du jeu d'une façon un peu plus précise, ou bien, et c'est ce qui nous intéresse ici, aux affordances, au contrôle du jeu, eux peuvent prétendre à relever de la terminologie des speedrunners et des super players. Et d'ailleurs, les deux se confondent occasionnellement. Il y a des terminologies qui sont communes. Par exemple, un certain nombre de termes de notions terminologiques liées au monde du speedrun vont ensuite se retrouver dans le cadre des super players puisque ça leur permet d'accéder eux aussi à leurs objectifs, même si les objectifs respectifs sont différents. Donc par exemple dans la communauté des joueurs de The Legend of Zelda Ocarina of Time, là j'ai pris une capture d'écran du Wikipédia dédié au speedrun du jeu, vous avez des termes comme cuts and skips, on passe les cinématiques, Beat Ganon as a Child, Sword Oddities, Forest Escape, etc. On peut autant les retrouver dans les super plays que dans les speedruns. Et l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que les notions qui relèvent plutôt des affordances, comme minigun items on B ou button on B, donc B étant le bouton de la manette de la N64, ont eux tendance à être un peu plus spécifiques, encore plus terminologiques si l'on peut dire, que les autres discours spécialisés dans la mesure où elles restreignent par entonnoir encore les conditions de leur existence, leur univocité. Il y a plusieurs façons de passer un mur, de wall clipper, mais il y a finalement qu'un seul bouton B sur la manette, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un figement, une fossilisation beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte de cette notion au sein de l'expression et de la terminologie des speedruns. Alors la question se pose alors, si on revient à la question du A-Button Challenge, est-ce qu'on peut demi-presser un bouton dans ces cas-là, si on considère qu'il y a une affordance qui vient dicter cette terminologie? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la matérialité des dispositifs de contrôle dans le cadre du jeu vidéo, et contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord, ou d'un point de vue un peu plus surplombant, est elle-même, cette matérialité est elle-même soumise à la variation. Elle est soumise à la variation de différentes façons, ne serait-ce par exemple que par des procédures de reconfiguration des manettes de jeu ou des claviers d'ordinateur que l'on utilise. On peut utiliser des macros pour programmer plus
plusieurs touches en une seule, hein, c'est très souvent utilisé dans le cadre des speedruns ou des jeux de tir à la première personne comme Quake par exemple, ou dans un jeu comme Nier Automata, on peut reconfigurer l'intégralité des touches d'une manette PlayStation, hein, pour donner toutes les commandes, toutes les interactèmes du jeu sans difficulté aucune. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en réalité très ancien dans l'histoire du jeu vidéo et que l'on retrouve, y compris depuis les âges de l'arcade, où les patrons des salles d'arcade pouvaient reconfigurer avec quelques soudures, hein, ça peut se faire, les touches et leur effet au sein de la partie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a toute une tradition, notamment dans le cadre des jeux de combat, ça se rencontre depuis des vingtaines d'années, lorsque l'on donne des guides de coups spéciaux, par exemple, y compris in-game, dans des jeux comme Soul Calibur, par exemple, ou bien dans des guides papier, comme dans les Street Fighter, on n'indexe pas la commande pour faire un coup spécial sur une touche de la manette du clavier ou de la bande d'arcade, mais bien sur l'effet. Hein, typiquement, le point fort, le point faible, le pied haut, le pied bas, ce type de choses, hein. Donc comme dans ce guide du site iplaywinner.com, qui ainsi permet d'assurer l'universalité de la terminologie, du terme terminologique, au sein de toute la communauté des joueurs de Street Fighter. Donc il y a une négociation qui existe également ici. Dans Super Mario 64, partant, on va se retrouver avec un problème un peu différent, hein, mais connexe. C'est cette idée que certains interactèmes du jeu, certains gestes du jeu, sont programmés soit par le fait de presser et de relâcher le bouton A, le bouton de saut, soit de le maintenir enfoncé. Et donc on fait une glissade. Le fait qu'un jeu propose différents types de gestes médiés selon cette approche des contrôles n'est pas nouveau, et encore une fois on peut penser à des jeux très anciens comme les shoot'em up, hein, où on a très souvent une distinction entre maintenir le bouton appuyé pour tirer automatiquement, ou bien appuyer et le relâcher pour faire des tirs par à coup, hein, et qui sont parfois d'ailleurs dans certains jeux des tirs un peu plus puissants, hein, donc il y a toute une stratégie ici qui se dessine pour les joueurs et les joueuses, mais du coup cela rentre en tension cette faculté-là du contrôleur et ses gestes de Mario avec la façon dont le challenge, le A-Button Challenge, a été considéré à l'origine, puisqu'à l'origine, cela n'avait pas été envisagé au sein de la terminologie de ce challenge. Puisque ce principe du A-Button Challenge, hein, qui a été décliné en B-Button, Z-Button, etc., mais qui sont moins compliqués, peut-on dire, à accomplir, puisque ce sont des gestes un peu plus satellites par rapport à la panoplie de Mario, ce principe du A-Button Challenge s'appuie sur deux a priori. L'un explicite et l'autre implicite. L'a priori explicite, c'est le fait d'indexer ce geste du saut sur le bouton A du contrôleur. Donc ça demande déjà de fixer cette terminologie au regard d'une certaine manette de jeu et d'une certaine façon de considérer les contrôles qui est indexée sur la manette de la Nintendo 64 et non pas sur des ressorties du jeu, sur d'autres plateformes, hein, comme sur Nintendo DS, ou bien sur console virtuelle, où là on peut éventuellement avoir un autre bouton pour le saut qui n'est pas le bouton A. Et puis implicitement, ce challenge se fonde sur un emploi standardisé du dit bouton. Le fait d'appuyer et de relâcher, autrement dit d'avoir un input ponctuel. Et c'est comme ça que l'on compte le score du challenge, hein, un peu comme en golf, moins le score est élevé, plus nous réussissons le challenge, mais cela suppose du coup d'avoir une façon standardisée d'utiliser le bouton. Et donc au fur et à mesure du temps que ces stratégies et de nouvelles stratégies ont été mises en œuvre, il a bien fallu différencier au sein de ce Superplay un usage standardisé du bouton et un usage où on ne faisait que l'enfoncer, mais sans le relâcher, puisque cela ne faisait pas sauter Mario, et donc proposait une amélioration par rapport à son challenge. Mais du coup, il y a eu une tension entre cette réalité matérielle du geste de Super Mario 64 et la façon dont on pouvait décompter les points. Et donc, tout naturellement, si on indexait un score de 1 mathématiquement, le fait de presser et de relâcher le bouton comme étant un saut au sein de la partie, le fait de le maintenir enfoncé sans le relâcher avait un score moindre qui, tout aussi arbitrairement, a été compté comme 0,5, une moitié.
Et donc de fait, par translation de cette capture numérique au contrôle du jeu, la communauté des super players s'est mis à appeler ça des half A-press, des demi-pressions de bouton, et non pas des hold A-press, des pressions maintenues, ce qui aurait été plus légitime au regard du contrôle du jeu, mais moins explicite, moins univoque au regard du décompte chiffré du score du challenge. Et donc ça nous entraîne partant vers quelque chose d'un peu plus spécifique au regard de la terminologie, et que notamment Dubois avait appelé la socioterminologie, c'est-à-dire l'impact d'aspects sociolinguistiques au sein de la communauté scientifique. Tandis que l'on pourrait penser que la terminologie est comme détachée d'enjeux socio-culturels, puisque l'on s'attend à ce que ce soit quelque chose d'un peu plus objectif ou objectivable par rapport aux commandes. En fait, la sociolinguistique revient par la petite porte et vient influencer ces terminologies. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on observe notamment dans le cadre des sciences humaines et sociales sur l'appellation d'un certain nombre de régimes de domination ou de définition des genres, des personnes, etc. Mais on va également la trouver dans le cadre vidéoludique, alors que l'on aurait pu s'attendre en tant qu'objet mathématique, va-t-on dire, industriel, informatique, avoir quelque chose d'un peu plus linéaire, une bijection un peu plus simple entre les éléments. Ce n'est pas le cas. Alors, ma dernière partie et la conclusion vont glisser l'une sur l'autre. Du coup, comment est-ce qu'on peut généraliser ces différentes observations? Il me semble que c'est la terminologie vidéoludique en général, et si on s'extrait de cette notion du superplay et du speedrun, répond à des contraintes qui relèvent à la fois de problèmes terminologiques stricto sensu, si l'on peut dire, mais également dans la relation que la terminologie va avoir avec la communauté des joueurs et des joueuses, des superplayers et des superplayeuses. Le décompte du score du challenge autorise des mi-pressions au niveau mathématique, mais cela n'a évidemment pas de sens au niveau du contrôleur, et ne restitue pas d'ailleurs ce que l'on fait effectivement au niveau interactémique sur la manette de jeu, qui consiste à laisser appuyer le bouton. Mais cette négociation, à des fins de transparence et d'univocité au niveau de la communauté, a amené la communauté à s'écarter de la matérielle, si l'on peut dire, du jeu vidéo, de son affordance, afin de proposer un autre type de matérialité, mathématique, qui fait sens au sein de la communauté. Et c'est cet écart qui, partant, a étonné le reste de la communauté des joueurs et des joueuses qui n'étaient pas des superplayeuses à la base, et le grand public, pour qui le jeu vidéo s'appuie sur une matérialité explicite, simple, peut-on dire, universelle, croit-on, qui permet de reconnaître très aisément ce qu'est une manette de jeu, ce qu'est un jeu vidéo, de la même façon que l'on sait ce qu'est un disque pour la musique, une caméra pour le cinéma, une case pour la bande dessinée, etc. Mais au sein de la spécialité vidéoludique, il y a des écarts, des jeux qui demandent à négocier un certain nombre de caractéristiques définitoires que l'on pense être fondamentales. Et donc, cela rentre partant dans des logiques de compréhension vidéoludique, matérielle, très différentes, et qui vont même toucher des éléments très physiques, très concrets, très matériels, comme les dispositifs de contrôle. Alors que l'on pourrait penser que ces dispositifs-là sont universels au sein de toute l'humanité, presque de tous les joueurs et les joueuses. Et donc, il y a toujours cette idée-là que la communauté va travailler, modifier, intégrer ces concepts et ces affordances au sein de logiques socio-terminologiques et socio-linguistiques complexes, révélatrices de ce qu'est le jeu vidéo, finalement, qui n'est pas qu'une simple procédure technique, mais également une activité sociale complexe qui influence en retour notre rapport à l'objet. Et c'est lorsqu'il y a des enjeux de pseudo-transparence, à ce moment-là, de ces termes avec
la communauté qu'il peut y avoir du grain, des jeux, des frictions qui peuvent entraîner dans certains cas des rejets de la part de certains joueurs et de certaines joueuses. Et cela se voit notamment dans le cadre des speedruns plus largement, où certains joueurs, certaines joueuses refusent d'appliquer certains glitches, par exemple, certains bugs, parce qu'ils considèrent que cela détruit leur expérience de jeu. Ou bien le fait de ne pas utiliser de macros dans certains challenges, ou ainsi de suite. Alors pour conclure rapidement, je reviendrai sur ces deux points en particulier qui me semblent importants au sein de cette réflexion. D'une part, c'est que ce que l'on appelle la matérialité vidéoludique, c'est-à-dire les dispositifs de contrôle, les écrans, etc., ne sont pas des entités univoques. Malgré leur pragmatisme, si l'on peut dire, le fait qu'on peut les toucher, les envisager, les peser, les sous-peser. Elles engagent des représentations et des contingences qui peuvent être mobilisées dans des dynamiques sociolinguistiques et socio-terminologiques et entraîner à ce moment-là des incompréhensions, notamment lorsque elles utilisent des vocabulaires spécifiques, y compris liés à des dispositifs de contrôle. Et ensuite, que ces logiques terminologiques-là répondent à des contraintes qui dépassent l'univers du jeu lui-même, et relèvent de notions comme le score, le temps, etc., qui ne sont pas toujours nécessairement programmées par le jeu vidéo lui-même. Il n'y a pas de compteur de sauts dans Super Mario 64, mais elles peuvent être, ces logiques-là, calculées dans d'autres types de dimensions sociales et culturelles et devenir, à leur tour, source de ludisme. Et donc on voit réapparaître des tensions de règles et d'espaces de jeu propres au jeu vidéo lui-même ou à l'activité ludique en général, qui aboutit finalement à des notions de méta-jeu, à des dynamiques et à des tensions qui se justifient à leur tour selon des dynamiques propres. Voilà. Et donc voilà, c'est les deux éléments qui me semblent importants. Je termine par les références bibliographiques mobilisées au cours de ma présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé, que je n'ai pas été trop long. J'ai essayé de rester dans le cadre de la demi-heure. Voilà, j'espère qu'il y aura des réflexions et des discussions à partir de ces petits éléments de réflexion. Voilà. Merci beaucoup et bon colloque à tout le monde.